Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un acteur public régional qui fédère 1900 adhérents et qui a décidé de leur proposer un service d'IA performant, mutualisé, souverain et le plus possible frugal. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies et pour comprendre qu'une autre IA est peut-être possible. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez effectivement sur la bande FM 93.1 à Paris, sur le DAB+, dans toute la France. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre magnifique site web et notre app mobile. On se retrouve bien entendu également sur votre plateforme de podcast préférée. Cause Commune est une radio associative animée uniquement par des bénévoles, boostée par un énergique directeur d'antenne, Olivier Gréco, que l'on remercie au passage. Chers auditeurs, nous avons besoin de vous. Quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Usez de vos super pouvoirs. Sur les plateformes, sur les réseaux, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et... Cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Il est sans doute possible d'utiliser la puissance et les nouvelles capacités de l'IA sans forcément obligatoirement passer par les grands acteurs américains qui sont chers, peu transparents sur leurs outils et leurs usages de nos données et particulièrement voraces en énergie, en eau, en mètres carrés de data center. Bon, ça c'est notre conviction. Mais il faut encore trouver de vrais exemples pour l'illustrer et pour la concrétiser. Alors, dans notre quête de cette autre IA, finalement, on ne pouvait pas passer à côté de l'Agence régionale du numérique et de l'IA de la région Bourgogne-Franche-Comté, on dit plus communément l'ARNIA, et de ses récents développements, ils datent de 2025, dans ce domaine. Et ce matin, on a la chance d'avoir avec nous le directeur général de l'agence. Bonjour Nicolas Berthaud. Bonjour Jean-Philippe Clément. Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune. Vous avez fait le déplacement pour nous, merci beaucoup. Parlez-moi d'IA, Nicolas. Et commençons peut-être par une présentation de l'Agence régionale du numérique et de l'IA, donc de l'ARNIA. Elle date pas de 2022, elle n'a pas été lancée avec ChatGPT, et puis elle s'appelait pas comme ça au début. Tout d'abord, merci Jean-Philippe pour cette invitation et le plaisir que j'ai d'être ici et de parler d'IA. Effectivement, l'ARNIA, elle a aujourd'hui 18 ans sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est née avant la fusion des régions et elle est née d'une volonté du territoire parce qu'il y avait la région, 4 départements et puis l'État qui ont voulu fonder un groupement d'intérêt public autour d'une problématique de numérique et une obligation réglementaire qui était une obligation de se doter pour les collectivités territoriales et leurs établissements d'un profil acheteur, c'est-à-dire grosso modo, pour faire simple, numériser les marchés publics. Ça, c'est une réforme qui date de... 2017, c'est ça, je crois. Oui. Et du coup, ça demande aux collectivités de se numériser finalement dans la fonction achat, c'est-à-dire de permettre d'être plus transparent dans la... Exactement, donc dans la procédure des marchés publics, de pouvoir recevoir et échanger les documents avec les entreprises soumissionnaires dans le cadre d'une procédure de marché public et donc permettre l'horodatage, l'envoi de mails et tracer finalement les échanges qu'il peut y avoir entre l'acheteur d'un côté et les entreprises de l'autre. Et donc ça commence comme ça finalement avec ce groupement-là pour proposer à toutes les collectivités de la région cette plateforme pour qu'elle soit mutualisée finalement, pour que tous les petits puissent facilement aller dans le sens de la réglementation. Et exactement, on a sur le territoire, et on fait pas finalement exception sur le territoire français, mais beaucoup de petites collectivités, des communes de moins de 500, qui n'avaient pas forcément les moyens ni techniques ni financiers d'investir dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui une salle des marchés ou un profil acheteur, et qui nécessitait finalement de se transformer assez profondément. Et donc c'est là que la mutualisation est arrivée avec tout son intérêt à la fois technique et financier. Et même si on remonte un peu plus loin,
Moi, je me souviens de la plateforme e-Bourgogne. C'est comme ça qu'est née effectivement la plateforme e-Bourgogne. C'était autour de cette plateforme de marché public où l'intégralité des acheteurs, départements, régions, États, passaient pour finalement publier leur marché public. C'était effectivement le premier nom de notre agence, e-Bourgogne. Et c'était déjà à l'époque, donc c'est finalement culturel chez vous maintenant, des outils très open source. Oui. Auto-hébergés, ou en tout cas hébergés de manière très précise. Oui, effectivement, aujourd'hui, dans la volonté de l'agence, c'est de se doter d'outils open source, parce que dans la mutualisation aussi, c'est de faire bénéficier pour nos adhérents de tarifs préférentiels et éviter d'avoir des licences, aussi pouvoir discuter avec les éditeurs d'un certain nombre d'évolutions dans leurs solutions, et donc c'est plus facile en faisant de l'open source. Oui, parce qu'on l'a dit en introduction, aujourd'hui 1900 adhérents. Oui. Donc ça veut dire 1900 licences potentielles s'il y avait des outils propriétaires derrière. Absolument. D'où le choix de l'open source pour mutualiser et amoindrir les coûts. Vous faites pas que ça aujourd'hui. Enfin, on va parler d'IA bien sûr, mais cette agence, elle mutualise d'autres fonctions numériques. Alors effectivement, l'histoire du début, c'est des marchés publics, c'est la dématérialisation des marchés publics, et puis progressivement, le bouquet de services de l'agence s'est développé autour de la dématérialisation des process métiers. Le process métier, c'est quoi? C'est la signature électronique, c'est la délibération aussi électronique. On a développé des services de site internet, une usine de site internet pour nos collectivités. Bref, on a développé le service jusqu'à l'archivage électronique. On a développé toute la chaîne de dématérialisation du métier d'une collectivité territoriale, à savoir, je produis des actes, je les transmets au contrôle de légalité, je les publie, etc. Donc, on gère l'intégralité de ce processus de manière dématérialisée. Et vous faites aussi œuvre de cybersécurité. Vous offrez un service de coffre-fort à vos adhérents. Alors, effectivement, l'histoire, elle évolue au gré des missions aussi qui nous sont confiées. L'ANSSI nous a confié la mission de CECIRT, de Centre régional de cybersécurité, pour le compte donc de l'ANSSI, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, on opère ça pour l'ensemble des acteurs de la région. Et puis, hébergeant cette mission de service public de cybersécurité, on a déployé aussi des moyens de cybersécurité pour nos propres adhérents. Et effectivement, coffre-fort de mots de passe, hébergement de données, sécurité, RSSI à temps partagé, etc. Donc vraiment une offre complète pour les collectivités de la Bourgogne. Ils ont bien de la chance pour le coup. Juste sans rentrer dans un cours de droit public, mais c'est quoi un GIP et pourquoi un GIP pour faire tout ça ? Genre, en 30 secondes. Pourquoi un GIP? Parce qu'il y avait au départ que des personnes publiques. Ouais. Donc l'intérêt, c'était de se tourner vers une personnalité publique. Pourquoi un GIP aussi? Parce que c'était souple. À l'époque, les conditions ont un peu évolué, mais c'était souple dans la rédaction de ces statuts, de ces missions. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont tournés autour de cette solution qui offre l'avantage d'être en in-house ou d'être en régie. C'est-à-dire qu'on nous met pas, nous, en concurrence. Une fois qu'on est adhérent, on peut venir chercher des solutions. Donc on respecte le droit de la concurrence. Donc on le voit déjà, un fort historique de propositions mutualisées numériques pour vos adhérents et pour les collectivités. Une forte propension à aller vers l'open source. Et tout d'un coup, vous aussi, vous la prenez la vague IA. Comment elle arrive finalement dans le GIP et qu'est-ce qu'elle transforme, cette vague IA à partir de 2022 dans les consciences et dans les actions? Alors c'est notre président, avant que ChatGPT n'inonde finalement le grand public de solutions d'intelligence artificielle, notre président Patrick Molinoz, il voit ça arriver. Et donc on va changer de dénomination. On s'appelait e-Bourgogne, ensuite à la fusion on s'est appelé Territoire numérique, et puis 2020-2021 il dit il y a un sujet qui va arriver qui est celui de l'intelligence, et donc de l'intelligence artificielle, et donc on va s'appeler Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce que ça donne comme premier sujet de concrétisation, c'est qu'on voit bien que ce sujet-là il pénètre le grand public de manière exponentielle, très rapide, et que pour nous, dans nos collectivités et chez nos adhérents, on voit bien que cette appropriation, elle est pas aisée, elle est pas facile. On va se rendre compte, on va en échanger, mais qu'il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour, on va tester, etc. Il y a des gens qui sont un peu au milieu, et que le premier pas, c'est sans doute de former.
Oui, et ce premier pas, c'est l'acculturation avec un produit qui a eu un énorme succès. Et je ne sais pas si on sait vraiment que vous êtes derrière ce produit, qui est le MOOC, les fondamentaux de l'IA, qu'on retrouve aujourd'hui, de nouveau d'ailleurs, parce qu'il y a eu une première version, puis il y a une deuxième version sur FunMOOC, et qui fait, je crois, 50 000 personnes. Plus de 50 000 agents publics ont effectivement suivi ce MOOC qui a été commandé par le CNFPT. Auquel nous on a répondu à leur consultation. On a eu le bonheur et la joie d'être retenu et effectivement c'était un des premiers pas, c'est-à-dire que comme l'agence aussi elle avait développé autour de ses outils des capacités de formation, on était comme Monsieur Jourdain, on faisait de la formation sans trop le savoir, on formait nos adhérents à l'utilisation des outils. Oui. Oui. Et puis finalement on a professionnalisé cette activité aussi au gré du temps pour être finalement organisme de formation certifié Calliope et puis en 2025 aussi agréé pour la formation des élus locaux. Et donc, l'IA est arrivée, un défaut de formation, une consultation du CNFPT, on a été retenu et les fondamentaux de l'IA aujourd'hui sont republiés. Maintenant, je crois qu'il va être en permanence disponible pour les agents publics et c'est génial. On l'avait déjà recommandé, me semble-t-il, ici, on le refait parce que franchement, c'est un vrai bon point de départ dans toutes nos questions et surtout ces sujets-là. Aujourd'hui, on l'a pas dit, mais l'agence, c'est combien d'agents de collaborateurs. On est 36 collaborateurs. D'accord, donc tout ça avec 36 personnes, oui. C'est bluffant. Donc, vous lancez dans l'IA, comme vous l'avez dit, finalement, comme tout le monde, hein, vous commencez à expérimenter, à regarder les outils, à vous dire, on est saisi, mais par où on va prendre le sujet? Comment vous commencez? Ce qu'on a voulu d'abord tester, c'était on a des solutions qui sont arrivées sur le marché. Une des solutions, c'était la promesse de vous rédiger vos délibérations de manière quasi automatique sur une base de données nationale recouvrant l'intégralité des délibérations de France. Et donc, on a voulu tester cette solution avec un panel de collectivités territoriales ou d'établissements publics chez nous. Il y en avait une quinzaine de toute taille pour savoir comment elles pouvaient s'approprier cet outil qui finalement était extrêmement puissant. Et qui marchait bien pour justement générer et créer de la délibération. C'était effectivement très puissant. Depuis, la solution a évolué vers d'autres sujets, mais en tout cas extrêmement puissant. Le retour de cette expérimentation qu'on a portée sur 10 mois, je crois, c'est que les utilisateurs, pour moins de 5%, utilisaient la fonction « je crée une délibération ». C'est magique, cette expérimentation, de découvrir comment les gens utilisent les outils. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas familiers avec l'outil. Et donc, finalement, ce qu'ils utilisaient, c'était les fonctions... qu'ils connaissaient chez eux, finalement, aussi, quoi. Basiques. Oui. De LLM, d'un LLM. C'est-à-dire, je crée du résumé, je me crée du texte, mais absolument pas de délibération. Donc, c'était des fonctions vraiment basiques de LLM. Et du coup, ça vous donne l'idée de vous dire, mais donc finalement, dans cet outil qu'on est en train de tester, c'est pas la fonctionnalité qu'on avait imaginé qui est la plus utilisée. Il y a donc un besoin finalement d'un LLM de productivité, de professionnel. Et ça vous titille un petit peu et vous vous dites, tiens, il y a peut-être quelque chose à construire autour de ça? Alors, effectivement, oui, ça c'est un des premiers retours. Le deuxième retour, c'est qu'en allant voir et discuter de ces sujets-là, puisqu'on sensibilise, on essaie de former en même temps à ces sujets-là, on voit bien que on a des présidents, maires, d'associations, d'établissements, de communes qui font état devant un collectif de regardez, avec ChatGPT, on fait des choses formidables. Ça me propose un voyage en Thaïlande sur 3 jours. Il va me faire tout le sujet. Donc, ChatGPT qui nous pose des questions en termes de souveraineté, de données, de modèles, etc., et de dépendance vis-à-vis d'entreprises non européennes. Et puis, deuxième sujet, on voit bien que la démocratisation de ChatGPT et des solutions de LLM aujourd'hui rend son usage non pas très professionnel, mais pour tout et n'importe quoi. Ouais. On va lui poser une question sur, on l'a vu pendant les élections et c'est d'actualité, pour qui je dois aller voter. Nous, ce qu'on voulait, c'était finalement, partie de ce constat-là, offrir quelque chose qui soit souverain, qui sécurise les données, et puis qui soit dans un usage effectivement
professionnel. On voulait pas que nos adhérents posent la question sur à quelle heure passe le prochain train dans la commune de Joigny ou c'est quoi la recette des crêpes. Oui, c'est pas un moteur de recherche. Ben non. Ouais. Donc vous vous lancez là-dedans. Comment vous construisez finalement cette infrastructure ? Quels sont les éléments que vous mettez ensemble ? Par quoi vous commencez ? Alors, c'est quoi les grandes questions qu'on se pose dans ces cas-là ? La première des questions qu'on se pose, c'est un peu la question du modèle économique. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on a le choix entre deux solutions au départ. On achète des cartes GPU, donc qui permettent de faire du calcul et donc d'installer des modèles sur ces cartes. Et de les faire fonctionner pour soi et dans son propre data center si on veut faire court. Exactement, et c'est la solution la plus souveraine, la plus sécurisée, etc. Et ça coûte très cher. Oui. Et en parallèle, on a des solutions d'API où on va aller se connecter à de la solution de calcul par le fournisseur d'inférence, et en l'occurrence, nous, on choisira Mistral. On fait ce choix-là au début, qui est guidé aussi par on va où et comment est-ce qu'on vend cette solution. Oui. Y a des coûts qui sont en face, et comment est-ce que je peux, moi je suis opérateur public de services numériques, donc je suis une entreprise, donc même si je suis aidé par les collectivités et notamment la région Bourgogne-Franche-Comté, je peux pas me permettre de créer des services qui soient déficitaires. Donc on va s'orienter à ce moment-là vers la solution la moins onéreuse pour aller tâter le terrain et commencer à expérimenter. Exactement. Donc, vous faites le choix de l'API, mais pour autant, toute votre infrastructure ne dépend pas de l'extérieur. Vous construisez une partie de votre infra pour vous-même, et finalement, c'est au moment d'interroger et d'utiliser les fonctionnalités LLM que vous utilisez l'API, la connexion à un LLM, en l'occurrence Mistral, voire plusieurs, en fait, on va y revenir, mais plusieurs LLM de Mistral. Et donc, votre hébergeur, il est globalement de la solution au-delà de l'API, il est où ? Enfin, c'est qui ? Il est à 9 km de l'agence et donc de Dijon. Il est situé en Côte d'Or parce qu'on a effectivement engagé ce processus d'hébergement local en Bourgogne-Franche-Comté pour avoir la main finalement sur notre infrastructure, pour la sécuriser, parce qu'on va être aussi un opérateur essentiel au titre de la loi, et donc on va peser sur nous un certain nombre d'obligations de cybersécurité. Et donc on a réinternalisé aussi par une volonté de faire des économies, et on fait des économies sur ce volet-là. Il y a plusieurs modèles qui sont utilisés. Oui. Pourquoi plusieurs modèles ? Alors, on a voulu, donc la solution s'appelle aujourd'hui, c'est un chatbot conversationnel à vocation professionnelle. Plusieurs modèles, pourquoi ? Parce que on voulait les sensibiliser nos utilisateurs au fait que on n'utilisait pas l'IA, d'abord pour faire n'importe quoi, je le disais tout à l'heure, et qu'on peut régler, en fonction de la question qu'on pose, la puissance du modèle utilisé. Donc on a 3 modèles. Alors, c'est des modèles texte-to-texte, qui permettent d'analyser du texte et de produire du texte. Et donc, c'est 3 modèles de puissance différentes. Un petit, un moyen, un gros. Et d'ailleurs, dès la page d'accueil, c'est illustré par un vélo, un scooter et une voiture électrique. Oui, on leur explique qu'effectivement, en fonction de la question qu'on pose, on va pas aller chercher sa baguette de pain à 100 mètres en utilisant une Ferrari, que peut-être on peut y aller à pied et donc choisir le vélo plutôt que le modèle le plus puissant. Et d'ailleurs, dès le début, le modèle basique, il est adapté pour le résumé, la traduction et la classification de texte. Oui, alors on avait choisi au départ de paramétrer par défaut sur ce petit modèle qui, au regard des questions et je dis des questions et pas des prompts, sciemment, il est largement suffisant. Sauf que on a changé finalement notre fusil d'épaule en cours. Pourquoi ? Parce qu'on l'a mis sur le plus gros modèle, parce qu'il y a une notion d'appropriation de l'outil. Et donc, si l'outil ne fonctionne pas ou ne répond pas très vite comme le font les autres, il n'y aura pas d'appropriation. Et donc, on l'a réglé aujourd'hui par défaut sur le plus gros modèle de LLM. Et ça, enfin, on va y revenir peut-être un peu plus profondément après, mais il y a tout un accompagnement à avoir. C'est-à-dire que l'outil est là, mais il faut aussi expliquer comment il fonctionne, comment on le fait bien fonctionner, comment on en tire le plus et le maximum en fonction de ce qu'on veut faire et quelle productivité on veut avoir. Alors, tout est là dans la question et donc dans le prompt qu'on va rédiger. On se rend très vite compte, on a sensibilisé l'ensemble des élus du Césaire de Bourgogne-Franche-Comté. On se rend bien compte que
les agents, enfin, ou même les gens en général vont poser une question, c'est-à-dire sujet, verbe, complément avec un point d'interrogation le cas échéant. Une IA, elle sera d'autant plus performante que le prompt, il fait pas non pas une phrase, mais sans doute une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de phrases. Et donc, on voit bien qu'ils posent une question, sujet, verbe, complément, et qu'une fois qu'ils ont la réponse est satisfaisante. La réponse est la vérité, qu'ils considèrent comme vérité. Donc, on a, au regard des questions qui étaient posées dans le chat, dans le chatbot C'est mon IA, on a donc proposé une bibliothèque de prompts. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, en sélectionnant deux cases pour donner des éléments de contexte et de nature de la question. Nous, on a rédigé le prompt derrière, et le prompt, il fait une trentaine de lignes. C'est ça. Donc en fait, vous avez intermédié le prompt pour qu'il soit plus riche et mieux compris par le modèle, tout en gardant une simplicité d'usage pour l'utilisateur. Aujourd'hui, cette expérimentation, elle concerne combien de vos adhérents ? Alors, on a plus de 150 utilisateurs depuis son lancement, puisque notre conseil d'administration... Oui, depuis le début de l'année. Donc on fait tout pour la faire connaître auprès de nos adhérents. Donc ça monte de manière intéressante. En termes d'organismes, je pense qu'on est à une centaine d'organismes. Oui, et c'est là où c'est difficile, c'est-à-dire que vous proposez l'outil qui est disponible avec toutes les fonctionnalités dont on vient de parler, mais vous pouvez pas faire finalement l'animation de la démarche pour chacune des collectivités. Il faut que chaque adhérent finalement s'en empare et en fasse une animation au sein de son organisation. Alors, oui et non. On a fait le choix aussi de le mettre dans l'adhésion. C'est-à-dire que dans le modèle économique, quand je disais tout à l'heure, on a fait le choix de l'API parce qu'on savait pas finalement dans quelle direction et quels étaient les coûts d'interrogation de l'API. On a proposé que cette solution, elle soit comprise dans l'adhésion à notre agence. Ouais. Et donc on l'a capé en termes d'interrogation d'API, mais c'est quand même très 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 large. Donc pour l'instant, on n'a jamais atteint le plafond. Je pense pas qu'on l'atteigne encore cette année. Mais autour de ça aussi, on en fait la promotion à travers des animations d'un club IA qu'on réunit tous les mois, qui est animé chez moi par Victor Villa, qui est l'expert data IA de l'agence, qui permet d'aller sur un certain nombre de thématiques. La dernière, c'était la souveraineté. La prochaine, c'est la charte, parce que beaucoup d'organismes passent d'abord par la charte avant d'adopter un certain nombre d'outils. Et donc, c'est thématisé. Donc là, on l'a ouvert à tout le monde, pas simplement à nos adhérents. Et aujourd'hui, on fait la promotion aussi de ce service-là à travers notre assistance, c'est-à-dire que quand nos adhérents nous appellent pour régler un certain nombre de questions, on fait la promotion en disant mais est-ce que vous utilisez C'est mon IA ? Oui. Et est-ce que vous participez au rendez-vous mensuel du club IA et c'est appréciable aussi que ça soit ouvert aux non-adhérents. J'ai pu assister à un club IA et c'est très intéressant. Je pense que voilà, on vous retrouve, je crois, sur LinkedIn, non ? Sur le club IA, il y a des communications depuis LinkedIn depuis LinkedIn, on est sur des visios qui sont en replay aussi. Donc les replays sont disponibles sur le site internet de l'ARNIA, et donc on est sur un outil de visio aujourd'hui qui n'est pas américain, et on a testé pour des questions de souveraineté qui étaient abordées dans le club IA, on a changé de solution. Très bien. Et donc cette offre de formation, donc qui commence avec les fondamentaux de l'IA, mais qui a continué derrière. Alors oui, les fondamentaux ils sont extrêmement importants. C'est mon IA. Elle a une vocation très pédagogique, on l'a compris, sur l'environnement, sur la souveraineté. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que elle n'est pas connectée à Internet. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un usage professionnel. On cite souvent cet exemple-là de Maduro, où ChatGPT, 2-3 jours après, l'enlèvement de Maduro, ChatGPT disait toujours qu'il était président du Venezuela.
Oui. Donc il disposait d'informations, mais il qualifiait pas forcément les bonnes informations qui lui venaient d'Internet. Je disais tout à l'heure qu'on était aussi agréé pour la formation des élus, et c'est quelque chose qui est important, puisque de la formation de nos services, on est passé à de la formation sur des thématiques, en particulier sur l'intelligence artificielle et sur la cybersécurité. Et moi, je fais le pari que ces formations-là, elles doivent s'adresser à différentes personnes au sein des organisations. Elles ne s'adressent pas que à des techniciens, que à des DSI pour ne pas les nommer, mais elles s'adressent à du top management. Parce que l'IA, et je le répète à l'envi, c'est pas un outil, c'est d'abord une stratégie. Parce que ça a des impacts sociaux, parce que ça a des impacts environnementaux, parce que ça a des impacts métiers. Et donc, il faut que ça soit piloté par le top management. Donc, ce qu'on a visé dans les formations et dans le développement des formations aujourd'hui, c'est plusieurs niveaux. Quand on est agréé formation, organisme de formation pour les élus locaux, on veut aller chercher le top management. On va aller chercher les décideurs dans les collectivités, donc DG et élus. Et donc, on a un premier niveau de formation qui s'adresse à eux. Et puis, on a un second niveau de formation qui va s'adresser à la fois aux agents et à la fois aux managers. Qu'est-ce qu'il est important qu'ils comprennent, ce haut management vis-à-vis de l'IA? Ça serait quoi les notions clés qu'il faut qu'ils soient... Pour moi, la première, et je le vois un petit peu trop souvent, la première, c'est que c'est un investissement. On n'est pas dans un outil gadget qui va permettre de gagner du temps. Ce gain de temps, il doit être pensé avant même qu'il soit constaté. Et donc, quand je vais faire un investissement, cet investissement, il va falloir d'abord décider où est-ce qu'on le place. Où est-ce qu'on va chercher peut-être à être plus efficient en termes de politique publique. Et donc, ça demande déjà une réflexion initiale. Si je prends une région, est-ce que je vais investir dans un sujet pour faire le grand écart dans les transports, qui est une des charges premières de la région, ou est-ce que je vais le faire dans le soutien à la jeunesse, où les multiples de budget sont très importants. Donc, il y a des choix à faire au départ, et je pense qu'il y a un retour sur investissement. Et quand je dis ça, retour sur investissement, c'est pas que économique. C'est pas que économique. On peut attendre des gains économiques, effectivement, mais c'est aussi en termes d'efficacité des politiques publiques, d'aller toucher aussi plus de citoyens, d'expliquer, etc. Est-ce qu'il faut aussi savoir, finalement, gérer ses craintes et les craintes? Alors, ces craintes, parce que chacun, même un haut manager, peut avoir des craintes par rapport à l'IA, et les craintes, globalement, des employés et des usagers. Et est-ce que c'est un point important? C'est un point important, effectivement, dans l'appropriation de ces sujets-là, parce que ça va questionner le travail des agents. Pourquoi aujourd'hui ça questionne le travail des agents? Parce qu'on réfléchit beaucoup par tâches. Et donc, les tâches, elles sont souvent des tâches individuelles. Et nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est de réfléchir en termes de processus. Toutes les propositions qui nous sont faites sont une tâche bien particulière. J'enregistre les délibérations du conseil municipal. Je produis une présentation PowerPoint pour le conseil municipal. Je fais... voilà. Donc, on pense à la tâche de quelqu'un, à la tâche RH sur le recrutement, etc. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut dézoomer. Il faut dézoomer et il faut penser en termes de processus. Moi, je dis peut-être que on va travailler sur ce sujet-là. Par exemple, sur les marchés publics, 10% de marchés publics infructueux dans une collectivité régionale. C'est beaucoup d'énergie. C'est énorme. C'est énorme. Si en face on met des euros, c'est énorme. Est-ce qu'on peut pas penser le processus de l'achat pour comprendre pourquoi on a 10% de marchés infructueux? Et là, on n'interroge plus la tâche de l'acheteur, de celui qui publie, du personnel administratif et financier. On dézoome vraiment. On dézoome et on prend le process et pas la tâche. Ben, écoutez, et alors pour conclure, parce que voilà, on arrive à la fin de l'émission déjà, mais oui, ça va très vite. C'est quoi les grandes perspectives du coup de l'ARNIA, notamment sur l'IA, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse ici, dans les prochains mois et prochaines années? Alors, on a une très belle perspective aujourd'hui autour de ces mondes IA. D'abord, la première, il faut que j'en parle quand même, c'est la cybersécurité. Il faut qu'on assure la cybersécurité de l'intégralité de nos services. En termes d'IA, on a de très belles opportunités avec ces mondes IA, puisqu'on a un certain nombre d'OPSN, d'opérateurs publics de services numériques, qui sont fédérés dans le réseau Déclic, qui est présidé par Emmanuel Vivet, à qui on a présenté l'outil. L'outil, si je devais le citer, il coche toutes les cases. C'est-à-dire que vous l'avez présenté à d'autres homologues agences numériques, quelle que soit la nature du territoire, et ils ont tous dit waouh, c'est bien, et ça, on va falloir qu'on fasse un truc ensemble, quoi. C'est ce qu'on cherchait.
Des bien belles perspectives, et notamment des perspectives de mutualisation. Merci beaucoup Nicolas pour ce partage de la vision, parce qu'il y a une vision quand même derrière tout ça, et des projets de l'ARNIA. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode et manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Allez, restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. N'oubliez pas qu'une autre IA est possible, et on se dit à bientôt.